Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la question du trouble du spectre de l'autisme. Mais avant d'entamer notre question, j'ai un point à vous préciser. C'est justement par rapport à l'intitulé qui a été mentionné sur votre programme, troubles psychiatriques chez l'enfant et l'adolescent. En fait, c'est un titre qui englobe pratiquement toute la pédopsychiatrie, allant du développement normal chez l'enfant et l'adolescent aux grandes entités pathologiques chez l'enfant et l'adolescent. Et de ce fait, on ne pourra pas le faire en une seule séance de cours. Et c'est pour cette raison, je vais aujourd'hui me zoomer sur le trouble du spectre de l'autisme, qui est un trouble très fréquent en pédopsychiatrie actuellement et dont les répercussions elles sont vraiment fatales si on ne fait pas le dépistage précoce ou bien si on n'agit pas à temps. Pour introduire, il faut savoir que l'autisme de l'enfant est considéré actuellement comme un trouble neurodéveloppemental, caractérisé par des altérations précoces de la communication et des interactions sociales, associées à des comportements restreints et répétitifs. On va les expliquer dans le chapitre de la clinique. Il débute précocement avant l'âge de 2 ans et dont le dépistage se fera à l'âge de 18 mois. C'est un trouble aux origines multifactorielles. Plusieurs facteurs ont été incriminés, à savoir des facteurs organiques, facteurs environnementaux, facteurs génétiques, biochimiques, neurophysiologiques, etc. Il affecte précocement l'acquisition d'habilités et compétences diverses tout au long de la vie. On ne devient pas autiste, on est autiste, c'est-à-dire l'enfant naît avec une prédisposition à faire un trouble du spectre de l'autisme. Ce n'est pas un trouble acquis. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que la prévalence du trouble du spectre de l'autisme est en augmentation importante, allant de 4 à 5 pour 10 000 pour les formes les plus typiques en 1980 en France, jusqu'au 1 pour 150 ou bien 1 pour 60. Actuellement, en Algérie, nous avons environ 80 000 enfants autistes. Les raisons de cette augmentation tiennent tout d'abord au progrès dans le diagnostic, c'est-à-dire le dépistage précoce, à la modification des critères diagnostiques et des classifications, ainsi à une amélioration des méthodes d'évaluation et une meilleure formation des professionnels. Il est plus fréquent chez les garçons, avec un sexe ratio 4 pour 1. Par contre, les filles sont plus sévèrement atteintes que les garçons. Sa répartition est égale dans toutes les classes sociales. Historiquement, c'est Bleuler, qui est un psychiatre suisse, qui a instauré pour la première fois les termes schizophrénie et autisme. Il dériva le second terme du mot grec autos, qui signifie soi-même, pour décrire l'état de repli des patients souffrant de schizophrénie. Ensuite, l'utilisation du terme autisme dans son sens actuel commença 30 ans plus tard, lorsque le pédiatre autrichien Hans Asperger adopta la terminologie de Bleuler. Ce dernier, Hans Asperger, en 1944, en Autriche, publia sa seconde thèse doctorale dans laquelle il décrivait un groupe de 4 enfants, avec un manque d'empathie, faible capacité à se faire des amis, une conversation unidirectionnelle, forte préoccupation pour des intérêts spéciaux et des mouvements maladroits. Durant la même période pratiquement, Leo Kanner en 1943 aux États-Unis, d'ailleurs c'est lui le premier qui a parlé de l'autisme infantile précoce, il a décrit le comportement de 11 enfants avec une incapacité à développer des relations, intérêt plus grand pour les objets, retard des anomalies du langage, des jeux répétitifs, désir d'humiliabilité, mémoire par cœur développée, avec une apparence physique qui est normale. Ensuite, les deux auteurs ont été séparés par la distance, mais aussi par la Deuxième Guerre mondiale. Et la thèse d'Asperger, publiée en allemand, resta longtemps inconnue jusqu'à ce qu'elle ait été traduite en anglais, ce qui la rendait immédiatement disponible. Ces idées furent disséminées plus loin par Lorna Wing en Grande-Bretagne, avec pour résultat une prise de conscience progressive que l'autisme constituait un spectre possédant un continuum allant de symptômes légers à sévères
et que les troubles présentés par Asperger faisaient également partie de ce continuum. Voici un tableau récapitulatif de l'évolution du trouble dans les différentes classifications et au cours du temps. Le DSM-3 en 1980 a parlé du trouble global du développement. Ensuite, dans sa version révisée, il a parlé du trouble envahissant du développement, ainsi que la CIM-10, qui est la classification internationale des maladies mentales, a parlé également du trouble envahissant du développement, le DSM-4 et le DSM-4 révisé en 2000. Et depuis 2013, la dernière classification de la classification américaine des maladies mentales, dans sa 5e version, a parlé du trouble du spectre autistique. Cliniquement, comment il se manifeste le trouble? Alors, le DSM-4 a parlé du trouble envahissant du développement. Il a défini 4 critères pour le diagnostic. Tout d'abord, anomalie qualitative des interactions sociales, anomalie qualitative de la communication, intérêt restreint, activité répétitive stéréotypée, apparition des troubles avant 36 mois. Par contre, le DSM-5, il a retenu 2 critères pour le diagnostic. En regroupant les 2 premiers critères dans le DSM-4, c'est-à-dire anomalie qualitative des interactions sociales et anomalie qualitative de la communication, dans une seule rubrique, déficit de la communication et des interactions sociales, avec 3 sous-critères. Tout d'abord, déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle. Là, l'enfant, il présente des difficultés à partager, par exemple, ses intérêts, ses émotions ou bien ses affects, jusqu'à une incapacité à initier des interactions sociales ou d'y répondre. Pour le deuxième sous-critère, déficit des comportements de communication non verbaux, exemple, les anomalies du contact visuel ou bien du langage du corps, ou bien une absence totale d'expression faciale et de communication non verbale. Le troisième sous-critère, déficit du développement, du maintien et de la compréhension des relations. L'enfant, là, il présente des difficultés à partager des jeux imaginatifs ou à se faire des amis jusqu'à l'absence d'intérêt pour les pairs. Pour le deuxième critère, qui est caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités, alors, pour le premier sous-critère, caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements. Exemple, l'enfant, il présente des écoulalies, c'est-à-dire le fait de répéter des mots ou bien des phrases après l'interlocuteur, des activités d'alignement des jouets ou bien de rotation des objets. Le deuxième sous-critère, intolérance au changement, adhésion inflexible à des routines. Là, l'enfant, il présente vraiment une détresse extrême provoquée par des changements mineurs. Également, exemple, la nécessité de prendre le même chemin ou bien de manger les mêmes aliments tous les jours. Pour le troisième sous-critère, intérêt extrêmement restreint et fixe, anormaux, soit dans leur intensité, soit dans leur but. Exemple, attachement à des objets insolites. Le quatrième sous-critère, hyper ou hyposensibilité aux stimulus sensoriels. Exemple, action de flairer ou bien de toucher excessivement les objets ou bien une indifférence apparente à la douleur. Là, c'est un tableau récapitulatif des différents niveaux de sévérité qui ont été décrits dans le DSM-5. Alors, la sévérité, elle repose sur l'importance, bien sûr, des déficits de la communication sociale et des modes comportementaux restreints et répétitifs. Par exemple, le niveau 3, il nécessite un soutien très important. Le niveau 2, il nécessite un soutien important. Par contre, le niveau 1, il nécessite un soutien. Maintenant, on va voir des notions essentielles dans le développement de la socialisation et de la communication. Commençons tout d'abord par l'attention conjointe. Alors, qu'est-ce que c'est une attention conjointe? L'attention conjointe est une interaction à valeur communicative entre soi et l'autre. C'est la capacité de l'individu à partager un événement avec l'autre, à attirer son attention vers une personne ou bien un objet. Le but, en fait, est l'obtention d'un regard conjoint
avec la conscience du partage de l'information. L'attention conjointe est un précurseur de la communication et du développement du langage. De ce fait, on peut distinguer l'attention conjointe passive, c'est quand l'interlocuteur qui attire l'attention de l'enfant vers un objet, par exemple, « Oh, regarde l'oiseau », ou bien l'attention conjointe active, c'est quand l'enfant qui attire l'attention de l'interlocuteur. La deuxième notion essentielle pour le développement de la communication et de la socialisation, c'est le pointage. Le pointage est une compétence complexe. Elle se développe chez l'enfant entre 9 et 15 mois. On distingue le pointage proto-déclaratif. Là, l'enfant il pointe pour partager un état émotionnel avec l'autre, ou bien un intérêt, un plaisir. Le pointage proto-impératif, l'enfant pointe pour obtenir un objet convoité, c'est-à-dire quand il veut quelque chose. Là, on arrive au chapitre le plus important pour vous, qui est le dépistage de l'autisme. Le dépistage de l'autisme, il se fait par des observations cliniques minutieuses de l'enfant, c'est-à-dire plusieurs observations appuyées par des échelles d'évaluation. Alors, les échelles d'évaluation, c'est justement pour étayer le diagnostic et non pas pour le confirmer. D'accord? Le diagnostic, il est clinique. Pour les signes d'alerte, il faut savoir que les signes cliniques isolés n'ont pas de valeur diagnostique. Justement, il faut leur association et leur persistance. On distingue 3 modalités de début des troubles. Soit une modalité progressive dès le 2e trimestre, c'est-à-dire les signes autistiques progressent dans le temps, soit une modalité régressive vers 18 mois. Là, l'enfant il avait un développement presque normal avant 18 mois. Ensuite, on aura une régression du développement après le 18e mois. Soit une alternance entre développement normal et signes évocateurs d'autisme entre le 6e et le 18e mois. Au cours du 1er trimestre, il faut savoir que les signes sont vraiment discrets. Ils ont une valeur rétrospective, c'est-à-dire les parents ne consultent pas à ce stade, et le diagnostic est difficile à distinguer de la dépression ou bien des carences. Pour les perturbations des interactions sociales, on peut noter une indifférence à la voix et au visage de la mère, pas d'échange de regard, surtout au cours des tétés, des expressions faciales pauvres, absence de sourire au visage humain, anomalie du regard, strabisme persistant mais variable, qu'il faut le distinguer du strabisme organique, une indifférence au monde sonore, et là on se demande si l'enfant est sourd avec des vocalisations qui sont pauvres. Trouble du comportement, soit bébé trop calme ou bien trop excité. Au cours de ce 1er semestre, on peut noter des troubles psychomoteurs. Exemple, pas d'attitude anticipatrice, hypotonie ou hypertonie, défaut de succion, des troubles du sommeil type insomnie, sommeil calme ou agité. Au cours du 2e semestre, on peut confirmer les signes précédents avec une quête active de stimulus sensoriels. L'enfant, il s'intéresse beaucoup plus à la lumière, aux objets tournants. Intérêt pour les objets insolites durs, exemple les bouteilles. Pas de participation aux activités, coucou, bye bye. L'enfant, il n'imite pas. Absence d'angoisse de séparation. Quand on sépare l'enfant de ses parents, il ne pleure pas, il ne les cherche pas. Absence d'angoisse de l'étranger. Quand il voit un étranger, il ne pleure pas. Au cours de la 2e année, on note une absence du pointing proto-impératif et proto-déclaratif qui doivent être présents à partir de l'âge de 9 mois. Absence de jeu faire semblant. Exemple, jouer à la dinette, jouer au policier, jouer au docteur. Des troubles du langage, pas de gazouillis, premier mot après 18 mois. L'enfant n'utilise pas le pronom je. Présence d'écoulalie. Des jeux pauvres, pas d'imitation gestuelle ni verbale. Anomalie de la marche, l'enfant marche sur les pointes des pieds. Phobie des bruits mécaniques, une auto-agressivité envers lui-même ou bien hétéro-agressivité envers les autres. Des stéréotypies gestuelles. Voici les signes d'alerte préconisés par la Haute Autorité de Santé. Alors, absence de babillage, de pointage ou d'autres gestes sociaux à 12 mois, absence de mots à 18 mois, absence d'association de mots à 24 mois, perte de langage ou de compétences sociales, quel que soit l'âge.
Quels sont les outils de dépistage? Nous avons deux outils, chat et mChat. Pour la chat, c'est un outil développé en Grande-Bretagne, destiné aux médecins généralistes et travailleurs sociaux. Il permet le dépistage précoce des enfants à l'âge de 18 mois, donc c'est un outil de dépistage précoce et non de validation diagnostique. Sa fiabilité est importante lorsque l'enfant est dépisté positif, mais il manque de sensibilité, c'est-à-dire il y a des faux négatifs. Il comporte 9 questions aux parents et 5 items d'observation de l'enfant par un clinicien. Il étudie 3 comportements considérés comme essentiels pour dépister l'autisme. C'est l'attention conjointe, le pointage protodéclaratif et le jeu faire semblant. Voici l'échelle, ça c'est la partie A destinée aux parents et ça c'est la partie B destinée aux praticiens. Pour l'interprétation de l'échelle, si à l'âge de 18 mois, l'enfant il ne présente pas de jeu faire semblant ni de pointing protodéclaratif avec une absence du contact par le regard, là l'enfant il présente un risque élevé de développer un autisme. Par contre, s'il présente une absence du pointing protodéclaratif avec une absence du regard ou bien une absence du jeu faire semblant, là, l'enfant il présente un risque modéré de développer un trouble du spectre autistique. Pour le deuxième outil, qui est la mChat, c'est une adaptation de la chat sous la forme d'un questionnaire de 23 items. Elle repose sur les observations des parents et concerne des enfants âgés de 24 mois. Voilà la mChat. Elle comporte 6 items critiques. C'est l'attention aux autres enfants, le pointing protodéclaratif, l'attention conjointe, le pointé distal, l'imitation et la réponse à l'appel du prénom. Maintenant, on est arrivé au chapitre diagnostic. Il faut savoir que l'autisme est un trouble du développement neurobiologique. Il n'y a pas de preuves radiologiques, ni génétiques, ni biologiques pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic est clinique. Les manifestations varient beaucoup d'un enfant à l'autre et chez un même enfant dans le temps. Il n'y a pas de comportement isolé qui soit typique de l'autisme, ni de comportement qui exclurait automatiquement le diagnostic d'autisme. Mais il y a des signes communs liés aux déficits sociaux qui ont une valeur pour le diagnostic. Donc, le diagnostic s'établit sur la base des observations directes de l'enfant au cours de l'entretien et des vidéos à la maison pour voir l'enfant dans sa famille, appuyées par des échelles comme la DOS, qui est une échelle d'observation pour le diagnostic de l'autisme, la DIR, un entretien semi-structuré pour le diagnostic de l'autisme, et la CARS pour évaluer la sévérité de l'autisme chez l'enfant. À quel âge faut-il diagnostiquer l'autisme? Alors, entre 12 et 18 mois, c'est le dépistage précoce, soit par des pédiatres ou bien des médecins généralistes. À l'âge de 24 mois, c'est la confirmation du diagnostic par une équipe pluridisciplinaire. Après, on va évaluer l'enfant dans les différents domaines pour mettre en place un profil éducatif spécialisé pour l'enfant. Variabilité du trouble autistique. Il faut savoir que les TSA est un groupe hétérogène par la clinique, sujet sans langage à des sujets avec un niveau de langage au-dessus de la normale. La variation du degré des perturbations autistiques, c'est l'intensité, légère, moyenne ou sévère, et l'association à d'autres troubles comme l'épilepsie, anomalies génétiques, métaboliques, etc. Le niveau de fonctionnement cognitif, la déficience intellectuelle qui pourra être associée, l'âge chronologique de l'enfant, il faut savoir que la clinique de l'autisme varie avec l'âge chronologique, le niveau de développement et le niveau intellectuel. Sachant que la perturbation la plus constante dans l'autisme est la perturbation des interactions sociales. Retard de diagnostic, soit par manque d'expérience des parents, dont c'est le premier enfant, soit par déni, c'est-à-dire difficulté du parent à accepter la présence d'une maladie,
soit par manque de formation de certains professionnels peu familiarisés avec les premières manifestations de l'autisme, ou bien il peut être lié à des caractéristiques propres à l'enfant jeune. Les origines éthiopathogéniques. La conception actuelle est que l'autisme est une pathologie plurifactorielle à support multigénétique. Alors, au niveau génétique, on peut avoir plusieurs régions chromosomiques impliquées sur les chromosomes 2, 7, 15, D7 et les chromosomes sexuels également. Pour l'imagerie cérébrale, donc anomalies cérébrales fonctionnelles et anatomiques localisées dans des régions temporales supérieures. Ainsi, on peut avoir une diminution du débit sanguin qui suit le sillon temporal supérieur. Anomalie présente chez 80% des enfants avec autisme et corrélée avec la sévérité de l'autisme. Les régions les très impliquées dans la perception du mouvement, de la voix, la reconnaissance, l'interaction et la compréhension d'autrui. Quels sont les facteurs de risque? D'abord, un frère ou sœur souffrant d'autisme, antécédent familial de schizophrénie, antécédent familial de troubles de l'humeur, antécédent familial de troubles mentaux, maternité supérieure à 40 ans, paternité entre 40 ans et 49 ans, petit poids de naissance et une prématurité à 35 semaines. Le diagnostic différentiel se fait avec un déficit instrumental, des troubles du langage, mutisme sélectif, état de stress post-traumatique, un déficit de l'attention avec hyperactivité, une dépression et carence affective et un handicap intellectuel. Pour la comorbidité, l'autisme il peut être associé à un déficit intellectuel, à des troubles structurels du langage, exemple des orthographies, dyslexie, dyscalculie, à un déficit de l'attention avec hyperactivité, les maladies somatiques comme l'épilepsie, les pathologies génétiques comme le syndrome de l'X fragile, la sclérose tubereuse de Bournovi, la trisomie 21, les pathologies neurologiques et psychiatriques comme l'épilepsie, comme la déficience sensorielle, comme les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression, etc. L'évolution. Alors, l'évolution, il y a un ensemble de facteurs d'environnement. La continuité dans l'accompagnement, la pluridisciplinarité de l'accompagnement, avec une éducation adaptée, un suivi médical en fonction des besoins de la personne et la place qui est faite à la famille. La prise en charge de l'autisme. Tout d'abord, il faut informer les parents avant l'établissement du diagnostic, en évitant d'annoncer un diagnostic avant les résultats d'une évaluation pluridisciplinaire. Et il est également préférable de ne pas utiliser les termes d'autisme ou trouble envahissant du développement ou trouble du spectre de l'autisme chez un enfant de moins de 2 ans. Informations après l'établissement du diagnostic. Les informations données doivent être les plus exhaustives et les plus précises possibles. Dans les cas où il est difficile d'établir avec précision le diagnostic, il est important de donner un cadre diagnostique tel que trouble du développement et une explication doit être donnée aux parents sur les raisons de ces imprécisions et une évaluation ultérieure doit être proposée. La prise en charge des patients présentant un TSA doit être la plus précoce possible, c'est-à-dire juste après le dépistage et même avant l'annonce du diagnostic, par une stimulation intensive et continue, adaptée à la sévérité du TSA et aux comorbidités, multidisciplinaire par un pédopsychiatre, orthophoniste, psychologue et coordonnée par un médecin référent. Pour les prises en charge non pharmacologiques, les méthodes de prise en charge les plus reconnues, c'est l'ABA, le TEACH, qui sont des programmes psychoéducatifs, le PECS, autres programmes comme Flourtime, Denver, etc. Le travail en réseau entre les différentes structures d'accueil, comme les CATTP, centres d'accueil thérapeutique à temps partiel dans les services spécialisés en pédopsychiatrie, comme chez nous par exemple, association de parents d'enfants autistes, les CMP, la scolarité spécialisée selon les cas, ou bien dans des classes ordinaires avec une AVS, prise en charge orthophonique, ergothérapeutique ou de psychomotricité, c'est toujours selon les cas. Les prises en charge pharmacologiques.
il n'existe pas à ce jour aucun traitement curatif des troubles du spectre de l'autisme. Les traitements pharmacologiques sont symptomatiques et permettent de traiter les comorbidités fréquemment associées, comme par exemple les antipsychotiques de deuxième génération en cas d'hétéroagressivité ou bien d'auto-agressivité sévère ou bien du trouble du sommeil rebelle à l'hygiène de vie. Les interventions comportementales sont les interventions de première intention. En conclusion, l'évolution des connaissances dans le domaine de l'autisme est considérable et entraîne des modifications dans les pratiques des soins. Malgré ces avances, les inconnues scientifiques sont encore nombreuses et l'importance de la recherche est majeure sur le plan fondamental du fonctionnement cérébral et psychologique, mais aussi sur le plan épidémiologique et clinique, avec une priorité urgente de mieux évaluer les effets des interventions sur l'évolution des enfants. Et je vous remercie pour votre attention.